Si comme moi, vous aimez une philosophie passionnante et accessible à tous, aidez-moi à faire de Regard Philosophique la chaîne de référence. Pour cela, abonnez-vous et surtout rejoignez ma communauté sur Patreon. Merci d'avance et bonne vidéo. Comme cela est écrit en gros sur votre écran, le travail est sans conteste une invention des modernes. Cela dit, dans la première série de vidéos, nous nous sommes intéressés à la vision, je dirais, un peu historique du travail. Nous sommes intéressés au travail à l'Antiquité et au Moyen-Âge, ainsi qu'à l'esclavage. Et par contre, à partir de maintenant, nous allons donc porter notre attention sur le travail à l'époque moderne. Pour cette deuxième série de vidéos consacrée au travail à l'époque moderne, je vous rappelle quand même que ce que l'on appelle la modernité est une époque qui s'étale grosso modo de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, la chute de Constantinople 1450 à aujourd'hui. Mais plus particulièrement, la période qui nous intéressera sera la période couvrant le 19e et le 20e siècle. Époque, 19e siècle, à laquelle s'est produite ce que l'on a l'habitude d'appeler la révolution industrielle et qui a eu pour première conséquence de pousser une population rurale dans les usines. Ensuite, et on verra d'ailleurs, hein, elle a produit un certain nombre de lois pour les obliger à rester dans les usines. Enfin, extrêmement important, elle a inventé le travail abstrait, nous verrons en détail de quoi il s'agit, et la théorie de la valeur, qui sont deux fondements absolument essentiels de la production capitaliste. Deuxième période, de 1870 à 1945, grosso modo la Troisième République, et ce malgré la crise de 29 et les deux conflits mondiaux, la lutte des classes, comme nous pourrons le voir, a obtenu de nombreux acquis et nous verrons quels en étaient les fondements et les conséquences philosophiques. Troisième grande période, les Trente Glorieuses, qui de manière très grossière s'étalent de l'après-guerre aux crises pétrolières, donc 45, 75, 80 à peu près, eh bien, ces fameuses Trente Glorieuses ont permis des progrès sociaux majeurs, comme par exemple l'invention de la retraite ou de la sécurité sociale, et d'autres encore. Et nous verrons que suite à ces Trente Glorieuses, suite aux crises pétrolières, les régimes libéraux, ou néolibéraux comme on a l'habitude de les appeler, eh bien, détricotent patiemment la plupart de ces acquis sociaux. Enfin, nous verrons qu'avec l'avènement du numérique, dont les impacts ont commencé à se faire sentir à partir des années 90, eh bien, bouleverse toutes les règles. Et les derniers nés, l'intelligence artificielle, vont les bouleverser encore plus, vont changer de manière radicale la contribution du travail et du capital à la création de valeur. Le problème étant posé, si vous voulez comprendre rapidement, je vous propose de rester avec moi et de voir quelles sont les réponses que l'on peut apporter aux 4 questions que vous pouvez voir sur votre écran. Par contre, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, rejoignez-moi sur Patreon où vous trouverez 4 vidéos d'une vingtaine de minutes environ, riches et passionnantes, qui traitent la question en profondeur. Et vous trouverez également la possibilité d'accéder à mon site web qui contient toutes les analyses et toutes les références au fondement de ces vidéos. Maintenant, si vous le voulez bien, je vous propose que nous répondions aux 4 questions qui s'affichent sur votre écran. Première question, quelles ont été les conditions de possibilité de la naissance du travail?
Réponse. Ce sont d'abord les avancées de la science. On est passé de la vision géocentrique du monde à une vision héliocentrique avec Copernic. Avec Newton, l'ordre cosmique a été complètement détruit. Je vous rappelle tout de même que cosmos vient du grec qui signifie ordonné. Or, ce que Newton a montré, c'est que l'univers n'est pas du tout ordonné. Il n'obéissait pas du tout à aucun ordre, mais n'était qu'un champ de force. Toujours dans les sciences, on a mathématisé la nature avec Galilée et Kepler. Ainsi, la nature perdait en quelque sorte son caractère divin et sa transcendance. Côté philosophie, les intellectuels ont libéré l'homme du déterminisme, ce qui d'ailleurs était une conséquence des avancées scientifiques. L'individu libre est donc né à cette époque. Côté politique, enfin, ça a été par exemple les lois Le Chapelier votées en 1791 qui mettaient fin aux corporations et aux guildes de l'Ancien Régime qui étaient toutes puissantes sur les marchés du travail. L'individu libre de vendre sa force de travail est donc né. À ceci près, comme le dit si bien la métaphore du renard libre dans le poulailler libre, qu'il s'agit d'une liberté toute relative. Deuxième question. Quelle différence y a-t-il entre travail concret et travail abstrait? Et question corollaire, quel lien y a-t-il entre valeur et valeur perçue? Réponse. Le travail concret est le travail qui produit de la valeur d'usage, alors que le travail abstrait produit de la valeur d'échange. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le travail concret transforme le monde, alors que le travail abstrait, quant à lui, ne produit rien. En effet, quand je fabrique une chaise, j'ajoute quelque chose au monde. Je produis un objet qui a une valeur que je peux échanger. Le travail abstrait, je l'ai déjà dit, ne produit rien. Il est une chose détachable des individus qui peut être achetée ou vendue. Selon Dominique Méda, c'est une invention des économistes. Et, comme le dira Marx, c'est ce qui permet à l'individu de négocier ses talents, de vivre avec sa force de travail dans la poche. Pour ce qui est de la différence entre valeur et valeur perçue, il nous faut nous appuyer sur le fameux paradoxe de l'eau et du diamant, énoncé par Adam Smith, et qui stipule que l'eau, bien que très utile, ne vaut pas grand-chose quand je la compare au diamant, qui par contre, lui, n'a aucune utilité, mais une valeur élevée. C'est Alfred Marshall, un économiste anglais, qui expliquera le paradoxe en disant que sur le court terme, les acheteurs ont plutôt tendance à attribuer de la valeur à ce qu'ils désirent dans l'immédiat, mais que sur le long terme, c'est la valeur objective du bien qui est déterminante. Ainsi, pour prendre un exemple, malgré un bon marketing, et ils sont très très bons chez Apple, hein, eh bien, un iPhone, s'il ne fonctionne pas, finira dans la durée à n'avoir aucune valeur. Troisième question. Comment est né le salariat? Quelle différence y a-t-il entre travail et emploi? Réponse. Le travail, nous l'avons déjà vu dans la question précédente, peut être concret ou abstrait, et je ne reviendrai pas sur ce point. Non, ce qui nous intéresse ici, c'est l'emploi, qui est quelque chose de différent. En effet, l'emploi est une relation contractuelle entre deux parties. Aussi, la différence avec le travail est-elle claire? Travailler, c'est une activité. Et lorsque je coupe du bois, je travaille. Lorsque j'anime un atelier de philo, je travaille. Et ceci est à distinguer de ce qui est un emploi, qui lui est un contrat social. C'est un contrat signé entre deux parties, un employeur, alors la plupart du temps c'est une entreprise, et un employé, qui lui est un travailleur, qui vend sa force de travail à l'entreprise, qui le rémunère pour ça. Donc,
On voit très bien qu'on peut travailler sans avoir d'emploi, alors que l'emploi, par définition, encadre le travail qui est réalisé dans le cadre d'un contrat qui, lui, définit les conditions d'exécution. Pour ce qui est du salariat, à l'aube de la révolution industrielle, le salariat, tel que nous le connaissons aujourd'hui, était fort peu répandu. En Angleterre, c'est sous l'effet conjugué de la réforme des enclosures, qui était une réforme dont l'objet était de chasser les paysans des terres des propriétaires. Donc c'est sous l'effet conjugué de la réforme des enclosures, elle-même motivée par l'industrialisation et la mécanisation de la production du textile, que les tisserands agricoles disparurent progressivement pour devenir des ouvriers salariés. Cela dit, il a fallu 3 siècles à la société anglaise pour passer de la charité chrétienne à la condamnation des pauvres et au salariat obligatoire. Souvenons-nous de cela, car comme nous le verrons avec la 4e question, ce qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est que sous l'effet de l'automatisation et de l'externalisation du travail, nous quittons progressivement la société de salariés pour revenir à une société de travailleurs libres et de tâcherons. L'autre dimension très importante du salariat, nous la devons à Bismarck. En effet, en faisant reposer la protection sociale sur l'emploi, Bismarck a posé les fondements d'une des 2 grandes visions politiques du travail aujourd'hui. En effet, l'Allemagne bismarckienne avait besoin de s'attacher des travailleurs qui soient loyaux et fidèles au régime, et quel moyen extraordinairement puissant pour motiver le peuple à travailler que de mettre en place des mécanismes de financement et de redistribution proportionnels au temps de travail. Le capitalisme n'a rien inventé, il n'a fait que reprendre en intégralité ce puissant levier. 4e et dernière question, quel impact les technologies du numérique ont-elles sur le travail? La réponse courte, c'est fragmentation, automatisation et externalisation du travail. Pour ce qui est de la fragmentation, un exemple paradigmatique nous est donné par les nombreuses plateformes de crowdsourcing, que l'on peut traduire en français par approvisionnement par la foule, crowd en anglais étant la foule. Eh bien, ces plateformes réinventent le travail à la tâche en proposant des micro-tâches à 2 €, 2 € de l'heure, que l'on appelle jobbing en anglais. L'automatisation, quant à elle, elle est mise en œuvre par une utilisation croissante des robots physiques et logiciels, de plus en plus intelligents, si j'ose dire, à grand renfort d'intelligence artificielle, qui font tout ce qui peut être mesuré et calculé. La principale conséquence étant bien sûr le déplacement de la création de valeur du travail vers les robots, c'est-à-dire vers le capital. L'externalisation, enfin, c'est la polarisation du marché par la qualification, avec à une extrémité un petit nombre de travailleurs très qualifiés que le marché s'arrache à prix d'or, et à l'autre extrémité, un grand nombre de travailleurs pas ou peu qualifiés qui deviennent des travailleurs ubérisés, c'est-à-dire externalisés, payés à la tâche et sans protection. C'est également l'évolution du droit du travail français vers plus de flexibilité avec le fameux CDI de projet. Expression qui, à mon sens, est un véritable oxymore, car le I signifie indéterminé, alors qu'un projet, par définition, par construction, a une durée déterminée. Pour conclure, je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit en réponse à la question précédente, à savoir que ce qui me frappe le plus, c'est que sous l'effet de la fragmentation, de l'automatisation et de l'externalisation du travail, nous quittons progressivement la société de salariés dans laquelle nous vivons pour revenir à une société de travailleurs libres et de tâcherons. Nous voilà rendus à la fin de cette vidéo d'introduction qui nous a présenté le thème puis nous a donné des éléments de compréhension
avec les réponses aux questions que nous venons de voir. Avant de nous quitter, permettez-moi de rappeler que ceux qui souhaitent aller plus loin peuvent me rejoindre sur Patreon, où ils trouveront des vidéos riches et passionnantes pour comprendre en profondeur, ainsi que la possibilité d'accéder à mon site web, où ils trouveront les analyses et les références au fondement de mes vidéos. Au revoir et à bientôt sur Patreon, j'espère.